Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de m'avoir invité à vous présenter aujourd'hui l'histoire des domestications et diffusion du coton dans l'Ancien Monde. Alors le coton est de nos jours la fibre textile végétale la plus utilisée au monde et il y a de fortes chances pour que chacun d'entre vous porte aujourd'hui au moins un article fabriqué en coton. En revanche, il y a aussi de fortes chances pour que le coton que vous portiez ne soit pas celui dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc sa culture moderne évoque des images multiples, de la variété infinie des réalisations textiles aux images plus négatives de surexploitation humaine et environnementale. Et l'industrie du coton a réellement pris son envol à partir des 19e, 20e siècles après Jésus-Christ. Donc remplaçant par exemple en France les productions ancestrales de lin, de chanvre et de laine. Et cet essor a pris son envol lorsque sont introduites à travers le monde entier de nouvelles variétés américaines et que les procédés mécaniques de récolte, de filage, de tissage permettent d'augmenter sans commune mesure les volumes de production et de répondre à une demande toujours en constante augmentation, comme vous pouvez le voir sur ce schéma présentant l'évolution des productions mondiales de coton depuis les années 1950. Mais la culture et la circulation des produits du coton remontent évidemment à une histoire bien plus ancienne, mais peut-être pas si ancienne que celle qui vous a été présentée juste avant avec le pamé dattier. En effet, à l'exception du sous-continent indien, où l'utilisation du coton remonte aux périodes néolithiques, son expansion au Moyen-Orient et en Afrique occidentale et autour du bassin méditerranéen remonte à une époque un peu plus récente. On a longtemps assigné l'expansion du coton dans ces régions aux conquêtes arabes. Son nom, coton, est d'ailleurs directement tiré du mot arabe pour désigner la plante, koutoun. Mais les recherches plus récentes, sans rejeter l'apport important que ces conquêtes arabes ont pu jouer sur la diffusion de la culture, montrent que les processus de diffusion sont en réalité bien plus complexes et encore bien loin d'être compris. Je me suis pour ma part intéressée à la plante suite à la découverte de graines de coton brûlées sur le site d'Egra, au nord-ouest de l'Arabie Saoudite. C'est une oasis d'époque nabatéenne. Et cette présence de graines brûlées, inattendue mais logique, comme nous allons le voir par la suite, m'a conduit par la suite à essayer de comprendre comment la plante, qui ne pousse pas naturellement dans la région, a été introduite. Je n'ai pas de réponse précise à cette question pour l'instant, mais c'est en revanche une histoire passionnante et compliquée que j'ai pu découvrir. Et je vous propose donc de vous présenter ces histoires en commençant par une présentation biologique et écologique de la plante avant d'aborder l'histoire de sa diffusion à travers l'Ancien Monde. Alors, le coton appartient à la famille des Malvacées et correspond au genre Gossypium, qui regroupe au moins 45 espèces poussant naturellement sous forme herbacée ou arborée, sous des latitudes tropicales et subtropicales essentiellement, et qui ont la particularité de présenter des graines oléagineuses à partir desquelles se développent des fibres dont les hommes ont reconnu très tôt les qualités textiles. Ces espèces se répartissent en 8 populations diploïdes, chacune désignée par une lettre donc allant de A à K, et une hybridation datant d'il y a environ 1,5 million d'années entre le groupe A et D a conduit à l'apparition d'une nouvelle lignée tétraploïde en Amérique. Et le coton cultivé, tel qu'on le connaît actuellement, regroupe en réalité 4 espèces des groupes A et AD qui furent indépendamment domestiqués. Alors, les deux cotons de la lignée AD furent domestiqués sur le continent américain, Gossypium hirsutum en Amérique centrale et Gossypium barbadense en Amérique du Sud. Et l'espèce actuelle la plus cultivée est celle-ci, la Gossypium hirsutum, qui représente à peu près 90% des productions actuelles de coton. Gossypium barbadense, et donc c'est un coton qui produit des fibres de longueur moyenne très appréciées selon les qualités agronomiques actuelles, les critères agronomiques actuels. Gossypium barbadense est un coton qui produit de fibres très longues et qui fait par exemple la réputation du fameux coton égyptien,
donc coton égyptien qui vient en fait d'Amérique du Sud. Et donc, les cotons auxquels on va s'intéresser aujourd'hui, ce sont les deux espèces donc, qui sont originaires de l'Ancien Monde, Gossypium herbaceum, qui viendrait du continent africain, et Gossypium arboreum, des zones indiennes, et qui produisent des fibres courtes, donc moins intéressantes pour les cultivateurs actuels, mais qui sont des plantes robustes et résistantes aux contraintes arides, et qui sont également connues pour leur résistance aux nuisibles, comme les sauterelles ou les pucerons. Et ce sont des espèces qui sont très peu cultivées de nos jours, donc comme j'ai dit, parce qu'elles ont été graduellement remplacées par l'espèce américaine Gossypium hirsutum. Et on en trouve encore quelques exemples d'exploitation, notamment dans de petites exploitations situées dans des régions soumises à la sécheresse, comme en Inde, au Pakistan, en Chine, au Bangladesh, en Iran et puis plus rarement sur le continent africain. Alors les deux espèces de l'Ancien Monde, comme leurs homologues américains, partagent des exigences écologiques particulières qu'il est nécessaire de comprendre car elles ont une implication forte sur la façon dont ces plantes ont pu être domestiquées et puis diffusées. Alors malgré leur nom latin trompeur qui peut prêter à confusion, Arboreum et Herbaceum, les deux espèces ont une morphologie très semblable et présentent tous deux, comme le montre cette carte, des variétés pérennes dans les régions donc indiquées par les hachures. Donc dans les régions au climat favorable, tropical et subtropical, et des variétés annuelles dans les régions tempérées, où le coton, ne supportant pas le gel, doit être planté tous les ans. Le coton a besoin de soleil et d'eau durant sa croissance, et la culture pluviale est pratiquée dans les zones tropicales et subtropicales. La plante s'adapte également bien aux régions aux étés chauds où l'eau peut être disponible par irrigation. Alors, une autre particularité de la plante, comme nombre de plantes venant des zones tropicales, est qu'elle est naturellement sensible à la longueur du jour et de la nuit. C'est ce qu'on appelle le photopériodisme. Et le coton est dit plante de jour court, c'est-à-dire qu'il amorce naturellement sa floraison en dessous d'un seuil critique de durée du jour, lorsque les jours deviennent plus courts et les nuits plus longues. Donc, autrement dit, sa culture suppose que soleil et eau soient présents en quantité suffisante, et que ces apports en chaleur et en eau soient disponibles jusqu'à maturation de la plante, ce qui, en tenant compte du processus de photopériodisme, peut avoir lieu tard dans l'année. Et la culture de coton hors des régions d'origine tropicale et subtropicale, sous climat tempéré et continental, donc où les risques de gel sont présents, signifie qu'il y a eu sélection de nouvelles variétés, annuelles et non sensibles au photopériodisme, permettant au coton de mûrir plus tôt dans l'année et d'être replanté tous les ans. Ce qui a par ailleurs comme avantage actuel de favoriser la production, un meilleur rendement des fibres, celui-ci étant plus productif la première année. Alors en se basant sur les données génétiques de répartition actuelles des différentes formes cultivées de coton, telles que c'est montré sur cette carte, on pense donc que les premières domestications se sont faites dans les régions subtropicales, où poussent les formes pérennes des deux espèces, dans le sud de la péninsule arabique ou le continent africain pour l'espèce Gossypium herbaceum, dans le sous-continent indien pour l'espèce Gossypium arboreum. Et que des sélections se sont opérées par la suite afin d'introduire ces cultures dans les zones plus septentrionales, conduisant à l'apparition de formes annuelles indiquées en pointillé sur la carte. La compréhension des processus de domestication et d'évolution sous domestication est cependant toujours incomplète et vraiment loin d'être comprise. Une des principales lacunes est que l'identité de l'ancêtre sauvage de Gossypium herbaceum, comme les espèces américaines, est toujours incertaine. Et en ce qui concerne Gossypium arboreum, on ne connaît pas du tout l'ancêtre sauvage qui a probablement disparu. Alors pour bien comprendre les enjeux et questions qui se posent, je vous propose à présent de nous tourner vers les disciplines archéologiques et historiques qui nous fournissent les éléments les plus à même de rendre compte des premières cultures, premières utilisations de la plante. Et je reviendrai sur le problème des ancêtres sauvages à la fin de mon propos.
Alors, parmi la documentation archéologique et historique variée et éparse, j'ai fait le choix de m'intéresser évidemment aux sources archéobotaniques, donc à la découverte des graines et fruits, du fait de ma formation scientifique, ainsi qu'aux textiles archéologiques et aux sources textuelles. Et chacune de ces trois sources renvoie à différentes étapes de traitement du coton, une fois arrivé à maturité, et fournit un signal d'information inégal dont il faut tenir compte lorsqu'on utilise ces sources. Alors voici une chaîne opératoire simplifiée permettant de visualiser les différentes étapes de traitement connues dans le système traditionnel actuel une fois la plante arrivée à maturité. La récolte se fait à la main en prenant les graines et les fibres adhérentes des balles sèches attachées à la plante dans le champ. Les tiges et enveloppes peuvent alors servir par exemple de combustible ou de paillage. L'égrenage ensuite vise à séparer les graines des fibres et cet égrenage peut se faire à la main ou en utilisant deux rouleaux cylindriques en bois ou en métal, invention qui ne semble pas apparaître avant la fin du Moyen-Âge. L'amande de la graine a un contenu riche en huile qui la rend également intéressante et utilisable dès lors qu'on enlève un élément toxique contenu dans cette graine, donc qui s'appelle le gossypol, et qui peut se faire entre autres par un passage au feu des graines. La pâte qui reste après extraction de l'huile par pression donc est sous forme de tourteau et peut être utilisée comme fourrage, fertilisant ou combustible. Et l'huile est actuellement un produit largement utilisé pour l'alimentation, l'éclairage dans une moindre mesure et surtout les produits cosmétiques. Alors les fibres, quant à elles, sont battues et souvent travaillées avec un peigne en bois afin de les rendre plus flexibles avant d'être filées puis tissées. Et les possibilités de retrouver les graines, les enveloppes, les fibres brutes, filées ou tissées en contexte archéologique correspondent donc à des étapes précises et à des modes de conservation particuliers. Alors, en effet, et Margaret Attenberg l'a rappelé dans son discours, ces matériaux fragiles, donc graines et fibres, sont souvent détériorés du fait de l'action du temps et des conditions particulières sont nécessaires pour assurer leur survie et leur découverte de nos jours. Les graines sont le plus souvent retrouvées parce qu'elles ont été brûlées, ce qui peut s'expliquer de différentes façons, du fait de leur élimination directe au sein d'un foyer domestique, par exemple, ou de leur passage au feu en vue de la fabrication de l'huile, ou encore d'une utilisation combustible. Des exemples de graines et de balles entières préservées sous forme desséchée existent, mais sont plutôt rares et réservées pour l'instant au continent africain. À l'instar des graines, les textiles sont préservés à la faveur de conditions de préservation particulières, le froid, la sécheresse, l'humidité, l'absence d'oxygène, la nature du terrain ou encore le contact avec les matériaux métalliques. Et les textiles les mieux conservés le sont généralement dans les tombes, et les plus riches étant les mieux aménagés et les moins endommagés, ce qui donne aussi une information très ciblée dont il faut tenir compte. Les tissus représentent par ailleurs des produits commercialisables par excellence et leur découverte ne peut avoir aucun lien avec leur lieu de production. En revanche, les techniques de filage et de tissage de ces tissus sont des éléments à forte valeur identitaire et sont des marqueurs spatio-temporels forts, dont je parlerai très peu, mais qu'il est très important aussi de tenir en compte lorsqu'on s'intéresse à cette histoire du coton. Les graines constituent en soi des signaux assez fiables de culture locale si l'on admet que l'égrenage, donc la séparation des fibres et des graines, prend logiquement place sur le lieu de production avant transport, afin de diminuer le volume à transporter. Cela dit, cette séparation graines-fibres avant transport n'est pas obligatoire et les graines pouvaient voyager avec les balles de coton non nettoyées. On en trouve notamment confirmation dans le détail des comptes des grandes manufactures textiles d'Italie du Nord au XIIe siècle, qui montrent des différences de prix selon la qualité et l'état de traitement de la marchandise qui arrivait donc dans les ports italiens, c'est-à-dire si le coton était déjà filé, seulement égrené ou pas du tout égrené.
Enfin, ces deux éléments, donc graines et restes végétaux et textiles, fournissent le même signal taxonomique, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible pour l'instant de distinguer l'espèce Gossypium herbaceum de l'espèce Gossypium arboreum par de simples observations morphologiques et morphométriques. Il y a eu certes des propositions au cours de ces dernières années, mais aucune n'a été clairement validée. Récemment, des analyses paléogénétiques ont montré que si le signal ADN était bien conservé, une identification à l'espèce pouvait être faite, mais ce qui a été pour l'instant réalisé sur un seul ensemble de graines dont je vous reparlerai par la suite. Donc, à côté de l'utilisation de ces graines et de ces textiles, je me suis aussi intéressée au texte antique qui apporte de précieux renseignements sur la forme de la plante, les lieux de production, de transformation, de commerce. Et les textes médiévaux aussi, notamment ceux des agronomes andalous à partir du Xe siècle, qui fournissent des données détaillées sur les techniques agricoles relatives à la culture de la plante et à son commerce. Alors, n'étant pas moi-même familière avec ces sources antiques et médiévales, j'ai recours aux traductions et aux commentaires argumentés de ces sources. Et un problème récurrent des traductions que j'ai pu noter est celui créé par l'ambivalence des termes latins de taxonomie. Et les formes annuelles reconnues dans les écrits vont avoir tendance à être attribuées à Gossypium herbaceum, tandis que les formes arborées vont être attribuées à Gossypium arboreum, ce qui peut être une erreur, parce que comme nous l'avons vu précédemment, les deux espèces peuvent fournir toutes deux des variantes herbacées et arborées. Alors, si l'on compile l'ensemble de ces données, on peut commencer à voir des routes de diffusion de la plante. Les premières traces d'utilisation de fibres de coton connues remontent à la fin du 6e millénaire avant Jésus-Christ sur le site de Mehrgarh au Pakistan, où un fil de coton minéralisé a été identifié à l'intérieur d'une perle de cuivre trouvée dans une tombe. Et des graines ont également été retrouvées dans des niveaux du 5e millénaire sur ce même site. Alors, bon, il n'est cependant pas possible de savoir si ce coton présent à Mehrgarh est sauvage ou déjà domestiqué. En revanche, la découverte de fibres dans un contexte funéraire voisin, daté du 4e millénaire avant notre ère, souligne l'utilisation récurrente de cette plante dans cette partie de l'Asie. Donc, région où pousse encore actuellement une des formes primitives pérennes de Gossypium arboreum, donc la sous-espèce Indicum, qui pourrait être, donc cette région qui pourrait être le centre de domestication de l'espèce Gossypium arboreum, à partir d'un ancêtre sauvage actuellement disparu. Durant la deuxième moitié du 3e millénaire avant Jésus-Christ, des fibres et des graines sont retrouvées fréquemment dans le sous-continent indien, avec une diffusion au fur et à mesure vers le sud, donc montrant l'importance grandissante de l'utilisation et probablement de la production de coton dans cette région durant l'âge du bronze. Sur le continent africain, la preuve la plus ancienne de l'existence de coton date du 3e millénaire avant Jésus-Christ, mais il s'agit de graines trouvées dans des coprolites de chèvres, et l'absence de confirmation de datation par des datations radiocarbone directes sur ces graines incite pour l'instant à considérer cette unique découverte avec grande précaution. Et par ailleurs, donc, vous pouvez voir la présence exceptionnelle de textiles dans des régions septentrionales où le coton, où la culture du coton est exclue pour ces périodes, montrant probablement une diffusion et une importation de tissus des périodes anciennes, ces découvertes étant datées des 4e millénaires avant Jésus-Christ. Alors, durant le 1er millénaire avant Jésus-Christ et par la suite, le continent indien va rester un centre majeur de production. La première attestation hors du continent indien avéré de production provient d'Assyrie, où la présence d'arbres à coton est connue par un cylindre inscrit de Sennacherib, daté du début du 7e siècle avant Jésus-Christ, décrivant la présence dans le jardin du palais de Ninive d'arbres portant de la laine dont on peut faire des vêtements.
Alors, les conditions climatiques ne sont pas particulièrement favorables à l'introduction de cette plante, surtout dans la région de Ninive, où les risques de gel sont fréquents, mais une introduction ponctuelle est tout à fait envisageable. Et par ailleurs, un réexamen des sources akkadiennes et ouest-sémitiques, récemment fait par la chercheure travaillant sur ces sources écrites, voit dans le terme kitinu la présence éventuelle de coton dans ces régions, de façon timide à partir du 9e siècle après Jésus-Christ, puis plus régulièrement à partir du 6e siècle, ce qui pourrait souligner éventuellement une introduction précoce de la plante en Mésopotamie. Et donc, comme Margaretha l'a souligné aussi, on manque cruellement de données archéobotaniques pour ces régions permettant de confirmer ou d'infirmer ces hypothèses. La première confirmation de terrain avéré de culture de coton se trouve à Kalat el-Bahreïn, où Margaretha a trouvé des graines de coton dans des niveaux achéménides datant de 600-400 avant Jésus-Christ, aux côtés d'orge, de froment, de vigne, de coriandre, de grenade, de dattes, donc montrant cette présence du coton dans une oasis. Et cette identification illustre admirablement les propos de Théophraste, donc botaniste grec, qui à la fin du IVe, début du IIIe siècle, rapporte donc, que l'île, en parlant de l'île de Bahreïn, produit aussi en abondance, paraît-il, des cotonniers arborescents. Ceux-ci ont une feuille qui ressemble un peu en petit à celle de la vigne, et ils portent au lieu d'un fruit le réceptacle du coton, gros comme un faux abricot, bien fermé. Le moment venu, ce réceptacle s'ouvre tout grand et on arrache le coton dont on tisse les mousselines. Rajoutons également que des textiles de coton ont été trouvés dans une tombe à quelques kilomètres du site où ont été trouvées les graines, et que des fusailloles dans des niveaux plus récents datant du 1er siècle avant Jésus-Christ ont également été retrouvés. Donc l'ensemble de ces éléments tendant à montrer une culture du coton sur l'île. Alors, concentrons-nous maintenant sur le continent africain. L'importation de coton depuis l'Inde est bien connue entre le sous-continent indien et l'Afrique, entre autres par le texte du périple de la mer Érythrée, qui est un manuel écrit au 1er siècle après Jésus-Christ, à l'intention des marchands naviguant entre la mer Rouge et le sous-continent indien, donc la traversée de l'océan Indien. Et dans ce manuel, on trouve à plusieurs reprises des attestations d'exportation de coton donc depuis l'Inde. Et par exemple, on sait que les populations locales échangent du riz, des grains, des vêtements de coton et des femmes esclaves contre des carapaces de tortues qui viennent du Nil au large du Yémen. Ces importations de coton vers donc le Moyen-Orient sont confirmées par les fouilles des deux principaux ports romains de la côte égyptienne de la mer Rouge, donc Bérénice et Myos Hormos, qui se trouvent ici, où on a trouvé de nombreux textiles de coton utilisés pour les voiles des bateaux, dont une partie au moins présente des techniques de tissage typiquement indiennes. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il existe deux types de torsions de fil permettant donc le filage des fibres, qui dépendent directement de la direction dans laquelle on va filer ces fibres, donc la torsion S ou la torsion Z. Et ça, ce sont des choses qui sont très, très identifiables. Et les voiles de coton trouvées sur les deux ports donc de la mer Rouge, Bérénice et Myos Hormos, sont en partie de torsion Z et en partie de torsion S. Et l'auteur propose que les tissus de torsion Z soient des importations depuis le sous-continent indien, tandis que ceux de torsion S proviennent de productions locales. Et on trouve effectivement dans plusieurs oasis égyptiennes et nubiennes de chaque côté de la vallée du Nil plusieurs exemples de textiles toutes de torsion S, ainsi que des graines, plusieurs occurrences, et des documents de comptabilité, des registres fonciers qui mettent en avant une production de coton qui semble démarrer au 1er siècle avant Jésus-Christ, 1er siècle après Jésus-Christ, et qui prend de l'ampleur par la suite, surtout à partir du 2e siècle après Jésus-Christ.
Cette expansion se trouve également confirmée de l'autre côté de la mer Rouge, donc sur le site des Gras, où je travaille plus précisément, donc qui se trouve sur la route de l'Encens reliant l'Arabie du Sud à la mer, au bassin méditerranéen, donc route de l'Encens qui longe l'ouest de la péninsule arabique et qui remonte vers le Levant. Et donc Aigras constitue la limite sud du royaume nabatéen, qui s'installe à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ dans cette région et qui base leur capitale à Pétra. Et donc Aigras est une ville de la frontière sud de ce royaume. Les analyses archéobotaniques que j'ai pu mener à l'échelle du site montrent que le coton arrive à partir du 1er siècle après Jésus-Christ, dans une oasis qui est déjà bien en place depuis le IVe siècle avant, où poussent évidemment énormément de palmiers dattiers, et également d'autres arbres fruitiers comme l'olivier, la vigne, le figuier, le grenadier, et des plantes annuelles également des céréales, blé, orge, et puis des légumineuses, lentilles, vesses, herses. Alors, au regard des dizaines de graines de coton retrouvées dans de nombreux contextes sur l'ensemble du site fouillé, il semble que la culture de la plante occupe une place non négligeable au sein de l'économie agraire locale et qu'elle prend même une importance grandissante jusqu'à l'abandon du site au tournant du 7e siècle après Jésus-Christ. Rajoutons également que des textiles de coton ont été trouvés dans les tombeaux fouillés dont vous avez une image ici, que ces textiles sont de torsion Z, mais que pour l'instant nous ne disposons pas d'assez d'éléments pour savoir si ces textiles ont pu être produits sur place, ce qu'on peut suggérer donc à partir du coton produit sur place, ou si on peut également envisager des importations depuis d'autres régions. Donc pour cette période antique courant entre le milieu du premier millénaire et les premiers siècles après notre ère, on peut donc affirmer qu'aux côtés du sous-continent indien, la péninsule arabique et le quart nord-est du continent africain produisent du coton, ainsi que probablement des régions plus occidentales et puis la Chine occidentale. Il est probable que les dynamiques commerciales très, très actives à ces époques, ont favorisé l'émergence de cette culture selon des modalités qui sont encore peu comprises, permettant de répondre à une nouvelle demande locale ou régionale de produits bruts ou manufacturés. Ces nouveaux centres de production sont presque exclusivement localisés dans des contextes oasiens, par essence lieu de passage où l'innovation et l'adoption technique est la plus à même de s'exprimer et où les systèmes d'irrigation mis en place et les températures élevées de ces régions répondent aux conditions écologiques de croissance de la plante. L'existence de tissus importés est par ailleurs montrée dans l'ensemble du Proche-Orient, comme vous pouvez le voir par les petits losanges bleus, également en Europe occidentale, nous constituant les premières mentions d'un attrait pour ces tissus de coton qui ne va pas cesser de croître par la suite. Le grand défaut de cette histoire, ou plutôt de ces histoires, est que nous ne savons pas exactement de quel coton nous parlons. Tout ou presque n'est que supposition. Pour les cotons indiens, il semble assez évident qu'il s'agit de l'espèce Gossypium arboreum. Les premiers essais datant du milieu du premier millénaire avant Jésus-Christ en Mésopotamie et en Arabie orientale sont attribués également à cette espèce, puisqu'on sait donc qu'elle est cultivée en Inde à cette époque et que des relations commerciales existent entre les deux régions. Et donc Gossypium arboreum pourrait avoir été introduit dans des régions plus à l'ouest. Jusqu'à il y a peu, on pensait que les premiers cotons cultivés en Afrique, et qui datent, donc, comme vous avez pu le voir, au plus tôt du 1er siècle avant Jésus-Christ, étaient également introduits depuis l'Inde, donc pourraient peut-être correspondre à l'espèce Gossypium arboreum. Mais de récentes analyses génomiques menées sur des graines du site de Kasser Ebrim, dans le sud de l'Égypte, montrent que les graines archéologiques, donc sur lesquelles on a mené ces études, correspondent à l'espèce Gossypium herbaceum, démontrant que pour la première fois, que cette espèce était cultivée
Donc à cette période, les graines datent du IVe siècle après Jésus-Christ. Donc une époque un peu tardive, mais c'est la seule étude qui a été menée jusqu'à présent sur l'ADN ancien. Et donc pour cette époque, il y avait deux sources d'acquisition possibles. L'une par les importations de tissus venant d'Inde ou d'Arabie orientale, et l'autre par une mise en culture donc, de coton africain. Alors ces données remettent au goût du jour un problème soulevé depuis de longues années déjà, et dont j'ai parlé au début de mon intervention, et qui concerne l'identification de l'ancêtre sauvage de Gossypium herbaceum. Si l'on s'en fie aux dernières hypothèses fournies par les recherches génétiques, le seul candidat potentiel au titre d'ancêtre sauvage de Gossypium herbaceum serait la sous-espèce africanum. Et la plante pousse actuellement sans intervention humaine en Afrique du Sud, dans une végétation naturelle de forêts ouvertes et de steppes à graminées sauvages. Bien que cette forme remplisse presque tous les critères lui permettant de prétendre au titre d'ancêtre sauvage, un des principaux problèmes pour accepter cette hypothèse est que, comme vous pouvez le voir, la plante pousse dans une région qui est bien loin des zones de culture passées et actuelles de coton. Et donc certains chercheurs pensent que cette sous-espèce pourrait en fait être simplement une forme férale échappée de culture. Les chercheurs qui pensent que Africanum pourrait être l'ancêtre sauvage de Gossypium herbaceum proposent quant à eux deux hypothèses pour expliquer cette discordance géographique et écologique. Soit la distribution naturelle d'Africanum était plus grande auparavant et s'étendait plus au nord, et la domestication s'est passée plus au nord, soit le processus de domestication a eu lieu hors de sa zone de répartition naturelle. Et donc le coton aurait été transporté depuis ces régions très méridionales jusque vers des zones plus au nord, soit en Arabie du Sud, soit plus probablement sur le continent africain. Donc le problème, c'est que que cette domestication aurait donc peut-être eu lieu dans la zone de répartition actuelle de la variété, d'une variété primitive d'Africanum, de Gossypium herbaceum, qui est la sous-espèce Acerifolium, qui s'étend d'Afrique de l'Ouest en Arabie orientale. Aucune donnée archéologique des régions concernées donc, par ces zones potentielles de domestication précoce ne vient pour l'instant confirmer ces hypothèses. Et les chances de retrouver des indices tels que des graines ou encore des textiles dans ces régions sont faibles, car la conservation dans ces zones humides est très mauvaise. Et donc les chances de retrouver de tels produits est faible. On ne peut donc pour l'instant que simplement envisager que la domestication du coton africain ait lieu à une période antérieure à celle que l'on perçoit jusqu'à présent et donc qui date au plus tôt du 1er siècle avant Jésus-Christ, et peut-être dans des régions plus au sud, donc correspondant aux zones tropicales et subtropicales. Avant de terminer, je voudrais très brièvement parler des évolutions postérieures. Alors, la culture de coton dans les régions septentrionales d'Asie centrale est avérée de façon certaine à partir du IVe siècle après Jésus-Christ. Et cette région est caractérisée par un climat continental où le gel sévit en hiver. Et l'introduction de la culture du coton dans ces régions suppose donc l'existence de nouvelles variétés cultivées comme annuelles. Et jusqu'à ces découvertes, on pensait que cette étape d'amélioration variétale vers des variétés annuelles avait été rendue possible par les avancées économiques et technologiques faites durant les premiers siècles de l'époque islamique, donc à partir des 8e, 9e, 10e siècles après Jésus-Christ, et que ça s'était plutôt déroulé au Proche-Orient. Mais donc ces données très récentes remettent en cause une histoire qui donc est encore à construire et à comprendre. En revanche, ce qui semble pour l'instant certain, mais qui mérite confirmation, c'est que les débuts de l'époque islamique sonnent clairement l'expansion de la culture de coton tout autour du bassin méditerranéen, comme le montrent pour l'instant seulement les attestations textuelles qui parlent de l'introduction de la culture du coton au Maghreb, et puis en Sicile, dans le sud de l'Espagne.
également en Afrique de l'Ouest et dans des régions plus au sud. Et donc c'est à partir des 11e, 12e siècles que le commerce du coton va considérablement prendre de l'ampleur et ensuite permettre la diffusion des produits à un plus grand nombre. Donc comme vous pouvez voir, depuis l'Europe occidentale jusqu'en Asie du Sud-Est. Vous voyez donc que cet état des lieux pose plus de questions qu'il n'offre de réponses et que de grands points d'interrogation subsistent concernant à la fois les botanistes, les généticiens, les archéologues, les spécialistes des écofacts et artefacts archéologiques, et qui peuvent se résumer, entre autres, par ces 3 grandes questions. Quels sont les ancêtres sauvages de Gossypium arboreum et Gossypium herbaceum? Où se trouvent les premiers centres de domestication? Et quelles sont les routes de diffusion des 2 espèces? Et quels peuvent être les outils qu'on peut utiliser pour percevoir ces routes? Si de plus amples recherches sont donc nécessaires, j'espère néanmoins vous avoir montré que la mise en commun des données fournies par chaque discipline donne des éléments pertinents de première réponse et constitue donc une méthodologie de recherche à développer. Je vous remercie de votre attention. On a aussi du temps pour quelques questions. Oui, je sais que ce n'est pas votre zone d'étude, mais quelques mots sur l'historique du coton sur le continent américain. Oui, alors ça, j'ai très envie d'aller voir ce qui se passe sur le continent américain. C'est des choses que j'ai encore pas trop vues pour l'instant, mais donc ce qu'on sait, c'est qu'il y a ces 2 espèces. Hirsutum qui vient d'Amérique centrale et Barbadense d'Amérique du Sud. Et les processus aussi de domestication sont des choses encore assez peu comprises. Il y a plusieurs hypothèses sur à la fois les ancêtres sauvages et leur lieu de première domestication et de diffusion. Si je m'en fie à ce peu que j'ai pu lire, mais encore une fois, ça mériterait confirmation, on note ces premières domestications qui prennent lieu autour du changement d'ère, donc durant les premiers siècles de notre ère, où on voit apparaître les graines sur des sites d'Amérique centrale et du sud des États-Unis. En quoi étaient faites les bandelettes des momies égyptiennes? Pardon? En quoi étaient faites les bandelettes des momies égyptiennes? En lin. Ouais, la plupart sont en... Même la grande majorité sont faites en lin. Oui, exclusivement en lin, parce que je sais que pendant une période, on ne peut pas utiliser la laine pour les momies égyptiennes parce qu'on ne peut pas utiliser de produits venant de l'animal pour ces bandelettes. Donc c'est essentiellement du lin. Et puis à partir donc, du changement d'ère, on voit apparaître les premières utilisations de bandelettes en coton, mais donc à des périodes vraiment après les momies égyptiennes bien connues. Donc, il y a un problème de différenciation de Herbaceum arboreum. Est-ce que tu as des perspectives de recherche? Comment ça pourrait être? Est-ce qu'on pourrait, à partir de graines archéologiques, faire quelque chose? Oui, j'en ai pas parlé, mais un point qui serait intéressant de développer, c'est donc d'arriver à distinguer, à partir des restes archéologiques, l'espèce arboreum de l'espèce Herbaceum. Et ce qui serait intéressant de mettre en place, c'est de voir si des recherches en morphométrie sur les graines pourraient permettre de distinguer ces 2 espèces. Donc en essayant de trouver des marqueurs morphométriques permettant la différence et donc de peut-être voir plus précisément ces séparations entre les 2 espèces dans l'ancien monde. Il
Il y avait deux points sur la carte pour les déterminations par les textiles qui sont assez anciennes, une en Jordanie et l'autre peut-être en Géorgie, peut-être. Oui. C'est des textiles qui sont minéralisés. Est-ce que ces identifications sont fiables? Parce que on pense plutôt pour le lin à cette période-là, Oui. plutôt que le coton. Oui. Elles n'ont pas été confirmées depuis. Ça, c'est sûr que ça mériterait vraiment de revenir dessus parce que ce sont des attestations qui sont vraiment très, très anciennes, qui mériteraient confirmation. Notamment donc, en Jordanie, c'est une empreinte des tissus qui a été identifiée. Donc, je ne vois pas comment on peut vraiment distinguer entre les fibres quand c'est oui. les empreintes minéralisées. Oui. Je pense que et alors pour les découvertes plus au nord en Géorgie, il s'agit d'identification faite par les pollens donc sur des éléments non palynomorphes qui ont été faites assez récemment, mais les auteurs discutent assez peu du contexte assez exceptionnel de ces découvertes, donc effectivement ça mériterait aussi de revoir peut-être ces identifications. Une question un peu naïve justement par rapport à ça. Quand on a vraiment les fibres elles-mêmes, on a des moyens de distinguer des fibres. Est-ce qu'il y a des éléments xylémiens par exemple qui sont préservés, qui permettent de voir des différences? Oui. Déjà une simple observation visuelle sous une loupe binoculaire permet de distinguer des fibres par exemple telles que le lin, des fibres qui viennent libériennes, donc qui viennent de fibres végétales venant de la tige, que d'autres types de fibres comme le coton. Et le coton justement se reconnaît très bien parce qu'il a une forme un peu torsadée, une fibre un peu torsadée. Et après des analyses plus poussées, donc sous forme de section transversale des fibres, permettent d'assurer l'identification de façon assez bonne. Vous aviez parlé aussi de fibres en S et en Z. Donc ça, ça peut indiquer quelque chose par rapport à l'origine du tissu Alors là, je me fais l'écho des spécialistes des tissus. Moi-même, c'est pas des choses que j'étudie en détail, mais j'en ai beaucoup discuté avec des spécialistes qui travaillent sur ces restes de textiles. Et donc, oui, c'est quelque chose qui est très utilisé pour donc, déjà identifier la technique de filage de la fibre. Et ces techniques de filage seraient liées aussi à tout un savoir technique qui pourrait être corrélé à des zones géographiques et à une évolution chronologique aussi particulière. Donc je sais qu'il y a débat aussi au sein de la communauté des spécialistes de textile, mais ce sont des choses qui peuvent être utilisées. En tout cas, par exemple... C'est juste le sens dans lequel on va filer la fibre. D'accord. Mais par exemple, en Égypte, région que je connais le mieux, donc c'est exclusivement des torsions S sur l'ensemble des tissus qui ont été trouvés. Donc aussi bien le coton, mais également le lin ou la laine. Et ce sont des choses qui s'observent sur des millénaires. C'est vraiment une technique qui semble être assez stable donc, pour l'Égypte. Je crois que c'est la même chose en Europe aussi.